Alors, dans cette deuxième vidéo de la série sur les petits comptes, donc pour rappel, la première vidéo qui est disponible sur la chaîne, c'est une réflexion sur les petits comptes, les spécificités de ces clients à petit budget, les, les contraintes que ça va impliquer, la différence avec des comptes moyens ou gros, notre positionnement à nous, Blaise et Bruno, vis-à-vis des petits comptes, et puis aussi des bonnes raisons éventuelles de choisir de ne travailler qu'avec des petits comptes. Tout ça, c'est dans la première vidéo. Je vous laisse retrouver cette vidéo si vous voulez avoir ces pistes de réflexion et le contexte global avant d'entamer cette seconde vidéo. Donc là, on va s'intéresser à comment on va lancer un petit compte, donc comment on va démarrer un compte avec un petit budget. On reste dans la vision stratégique. Je fais le choix volontairement de ne pas aller dans la pratique. Encore une fois, on est sur une vidéo qui va plutôt être adressée à des professionnels, à des prestataires, et non pas à des personnes qui souhaitent démarrer sur Google Ads avec un tout petit budget. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos sur ce sujet-là. Je vous laisse volontiers aller les regarder. Ici, c'est vraiment une vidéo qui s'adresse plutôt aux prestataires et comment on va démarrer un petit compte quand on est un prestataire, quelle est la meilleure stratégie finalement, en tout cas celle que moi je recommande pour pouvoir démarrer un compte avec un petit budget. Donc déjà, le premier point, c'est paramétrer les conversions. Bien souvent, avec un compte à petit budget, vous allez être obligé de paramétrer vous-même les conversions parce que les petits comptes n'ont pas forcément de personnes techniques pour gérer tout ça, et finalement ils s'attendent aussi quelque part que vous soyez la personne plus ou moins couteau suisse qui va pouvoir répondre à toutes leurs questions et qui va pouvoir leur mettre en place le suivi des conversions, éventuellement leur analytics, et potentiellement pouvoir l'utiliser puisque eux en général ne vont pas forcément s'en servir. Donc premier point, vraiment paramétrer les conversions. On n'améliore que ce que l'on mesure. S'il y a un poste où il va falloir économiser, c'est tout sauf celui-là, même vraiment dans un contexte de petit budget. Donc assurez-vous de mesurer le succès, mesurez toutes les interactions qui vont avoir une valeur business pour le client. Donc à minima, les formulaires qui vont être envoyés sur le site, les appels téléphoniques, donc aussi bien les appels passés depuis les annonces, mais aussi les appels passés suite à la consultation du site web, ce qu'on appelle du call tracking. Google Ads permet de mesurer les appels passés suite à la consultation d'un site web, donc ça il faut absolument le mettre en place. On pourrait aussi avoir des interactions avec le chat. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, d'avoir un chat sur le site, et quelque part les questions, les interactions au niveau du chat vont être aussi intéressantes et importantes que si quelqu'un envoie un formulaire ou si quelqu'un appelle. On veut vraiment traquer l'interaction et le contact qu'on va obtenir. Et puis évidemment, dans un contexte e-commerce, il faut absolument traquer les ventes avec la remontée du chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment le minimum vital d'un point de vue suivi des conversions. Donc assurez-vous que ces interactions soient mesurées par une balise de conversion Google Ads plutôt que importée depuis l'analytics. Effectivement, c'est mieux d'utiliser la balise Google Ads parce que elle va aussi prendre en considération tout ce qui va être conversion après affichage ou alors conversion multi-appareil. En tout cas, elle va mieux gérer ça que si vous importez des conversions depuis Google Analytics. Il y a aussi une notion de modèle d'attribution. Donc voilà, pour toutes ces raisons, mesurez vraiment le succès avec, si possible, un script Google Ads plutôt que depuis l'Analytics. Et une fois que vous aurez mis ça en place, déjà vous aurez fait une étape importante sur le lancement de votre petit compte. Ensuite, pour moi, un petit compte, ça va être du search uniquement. Parce que contrairement à la méthode proposée dans le tremplin ou dans l'accélérateur, les petits comptes, ils vont vraiment nécessiter une approche spécifique qui va être finalement un peu différente. Vous allez devoir vraiment être beaucoup plus focus. En fait, il faudra privilégier le search à tous les autres canaux. Pour moi, il y a juste deux exceptions. C'est si vous démarrez un petit compte qui fait du e-commerce, plutôt que de démarrer par du search, ça a plus de sens de démarrer par du shopping manuel. C'est souvent la meilleure approche, c'est souvent la plus rentable, parce que finalement, il y a eu plusieurs études dans le passé qui ont montré que shopping dans un contexte e-commerce, c'est vraiment lui qui va prendre les meilleurs clics. Et finalement, les search, les annonces search qui seront plus bas dans la page de résultats, elles vont prendre des clics aussi, mais de manière générale, les clics les plus intentionnistes, ceux qui sont les plus proches de l'achat, iront plutôt sur du shopping que sur du search. Et donc c'est pour ça que dans un contexte e-commerce, pour un petit compte spécifiquement, il vaut mieux commencer par du shopping manuel que par du search de manière générale.
Et puis, dans toutes les activités, deuxième exception, c'est toujours intéressant d'avoir une petite campagne de remarketing display. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que généralement, il faut se cantonner au search quand on est dans un contexte d'un petit compte avec un petit budget. On peut avoir juste une petite campagne display remarketing, ça c'est intéressant. Et si on est dans un contexte e-commerce, commencer par du shopping manuel, c'est souvent une meilleure approche que commencer par du search. Maintenant, le search, comme le shopping manuel, c'est un canal de diffusion intentionniste. Aussi, s'il y a de la recherche pour le produit ou le service de votre client à petit budget, de votre petit compte, vous devrez réussir à rendre ça rentable en search avant d'envisager de diffuser sur d'autres canaux qui ne sont pas intentionnistes, comme le display, discovery ou la vidéo. C'est d'ailleurs un super test pour l'offre. Si en search ça ne marche pas, souvent ça ne marchera pas du tout. Et donc il faudra retravailler l'offre ou la présentation de l'offre en priorité. Donc effectivement, l'offre c'est ce qui fait que ça vend ou pas. Donc c'est toujours une des premières choses qu'il va falloir challenger si jamais ça venait à ne pas donner de résultat. Vous faites de la publicité, vous êtes sur les mots-clés qui sont les plus évidents, les plus intentionnistes. Et pourtant, malgré toutes ces visites, il n'y a pas de transformation. Généralement, ça va être un problème d'offre ou de présentation de l'offre. Donc, quand je parle de présentation de l'offre, c'est de manière générique. Ça peut être le copywriting, ça peut être luxe du site web, ça peut être la manière de parler, ça peut être un manque d'information. Voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens pourraient ne pas convertir, ne pas adhérer à ce que vous proposez. Et évidemment, ce test avec le search, c'est vraiment un super moyen de se confronter au marché sur une cible de clients potentiels qui sont ultra intentionnistes et donc censés être les meilleurs que tout autre ciblage publicitaire. Et donc, si ça ne marche pas en search, il faut se poser des questions clairement au niveau de l'offre ou de la présentation de l'offre. Donc voilà, de manière générale, ce que je peux vous dire sur les petits comptes et comment on va les lancer. On va plutôt favoriser du search ou du shopping manuel en e-commerce avec une petite campagne display, mais on restera vraiment sur quelque chose de très basique, le search avant tout, et on n'ira pas sur d'autres choses parce qu'on n'a pas le budget et les moyens pour aller sur autre chose. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des campagnes que moi je lance dans des petits comptes. Finalement, j'ai un setup qui est assez classique, qui pourrait quelque part s'approcher un petit peu de ce qu'on voit dans le tremplin, mais qui va quand même être spécifique, qui va être plus simple, parce qu'on a moins de budget et qu'on doit rester plus simple. Donc dans la plupart des cas, je ne lance pas sur le modèle habituel qui est proposé dans le tremplin. Je ne vais pas faire de campagne de découverte parce qu'on n'a pas les moyens de faire de campagne de découverte. Je vais partir généralement directement sur une campagne de style managé avec les mots-clés les plus évidents et intentionnistes. Vraiment, ce « et », il est très très important. Généralement, le premier problème constaté dans la plupart des comptes Google Ads, c'est d'aller sur des mots-clés qui vont être trop génériques. Et finalement, on va amener beaucoup de trafic, mais derrière, c'est des gens qui ne sont pas encore prêts à acheter ou à vous contacter. Et ça, c'est vraiment la plus grosse problématique, et notamment dans un contexte de petits comptes. C'est hyper important. Donc, il faut aller sur les mots-clés les plus évidents et les plus intentionnistes. Et généralement, moi, je les démarre en expression exacte. Je ne vais pas partir sur du broad match, sur du ciblage large, parce que tout simplement, Google prend beaucoup trop de liberté sur ce type de ciblage. Et on a besoin de contrôle quand on a très peu de budget pour s'assurer de diffuser vraiment sur les meilleures intentions de recherche. Donc pas de campagne découverte, ça signifiera généralement de faire une petite recherche de mots-clés. Alors on peut aller dans la Search Console, on peut aussi regarder éventuellement dans quelques outils, et puis il y a aussi simplement demander aux clients quels sont les mots-clés qui d'après toi caractérisent le mieux ton activité, qu'est-ce que les gens vont rechercher pour essayer de trouver des boîtes comme la tienne sur Google. Ensuite, je voulais juste quand même vous donner quelques spécificités sur ces mots-clés intentionnistes. Par exemple, en lead gen, ça va être le nom du service plus la ville. Ça, on a quelque chose qui est très intentionniste. Si on va sur le nom du service seulement, ça peut simplement être un curieux qui va chercher à se renseigner sur un service, mais il n'est pas encore prêt et quelque part, on n'a pas forcément envie de payer pour attirer une personne qui n'est pas encore prête, parce qu'on a très peu de budget, et nous, en fait, on veut simplement se concentrer sur vraiment le bas de l'entonnoir, et attirer les gens qui sont déjà décidés, finalement, les gens qui sont vraiment les plus intentionnistes, les plus en bas de l'entonnoir, c'est eux uniquement qui nous intéressent dans un contexte de petit budget, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher les autres qui sont pas encore tout à fait mûrs, mais qui sont intéressants aussi. C'est juste que pour l'instant, petit compte, on n'a pas les moyens d'aller là-dessus.
Ensuite, le nom du service plus prix ou tarif ou devis. Par exemple, je sais rien, démontage de pneus, tarif ou devis, montage de pneus. Par exemple, voilà, là on est quand même sur quelque chose d'assez intentionniste puisque le mot-clé prix, tarif ou devis traduit une intention d'achat et en tout cas une intention forte d'obtenir le service. Après, on peut aussi aller sur des mots-clés du genre spécialiste, agence, freelance, expert, entreprise, plus le nom du service. Par exemple, entreprise de plomberie, ou alors expert Google Ads, ou alors agence de communication. Vous voyez ? Si quelqu'un recherche un spécialiste, un freelance, une agence, un expert, une entreprise, on pourrait presque aussi rajouter ici prestataire. Ça marche aussi. Donc voilà comment, là c'est pareil, ça traduit une intention, une envie d'obtenir le service, et donc là on est vraiment sur quelque chose d'intentionniste. En e-commerce, on va pouvoir avoir le nom d'une catégorie de produits avec un modifieur comme achat, acheter, boutique, shop, plus le nom de la catégorie de produits. Par exemple, boutique en ligne, machine à café, ou acheter machine à café. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont traduire une certaine intention. Et puis si on est toujours dans un contexte e-commerce, le nom spécifique du produit ou sa référence ou son EAN, ça traduit aussi généralement une intention d'achat qui est relativement forte, qui est relativement prête. Et donc ça va être des mots-clés qui vont être intéressants. Donc retenez généralement que le nom du service seul n'est pas assez intentionniste, et idem pour le nom d'une catégorie de produits. Si vous choisissez un mot-clé du type machine à café pour aller attirer des personnes vers votre catégorie de produits qui, sur votre site e-commerce qui vend des machines à café, généralement c'est pas assez intentionniste non plus, et vous allez vous retrouver avec plein de curieux qui ne sont pas encore prêts à acheter. Et pour rappel, encore une fois, je répète volontairement, vraiment dans un contexte de petit compte, petit budget, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'extrême bas de l'entonnoir. Donc cette campagne générique, on a dit qu'on allait la lancer avec les mots-clés les plus intentionnistes, qu'on allait la lancer avec des mots-clés en ciblage expression exacte. En termes de structure, si on est plutôt sur un côté lead gen, on aura un groupe d'annonces par service. Admettons une clinique esthétique par exemple, elle pourrait proposer du botox, elle pourrait proposer des injections d'acide hyaluronique, elle pourrait proposer du maquillage permanent, elle pourrait proposer de l'épilation. Finalement, évidemment, on va avoir un groupe d'annonces par service parce que le groupe d'annonces va envoyer vers une page, une landing page bien spécifique. Et moi, je pars du principe qu'un groupe d'annonces doit renvoyer vers une page bien spécifique, correspond à une intention de recherche et donc une page. Donc moi, dans un contexte lead gen, à petit budget, je vais faire un groupe d'annonces par service. On le reverra un peu plus tard. Je ne vais pas forcément lancer tous les services, mais en tout cas, pour ceux que je vais décider de lancer, je vais faire un groupe d'annonces par service. En e-commerce, ce sera plutôt un groupe d'annonces par catégorie, plus un groupe d'annonces par produit pour le top 3 ou le top 5 ou le top 10 des produits. Donc ça, c'est la structure que moi je mettrai en place pour démarrer. On en reparlera sur le choix des produits. Mais évidemment, l'idée ici, ça va être on va pas pouvoir diffuser tout le catalogue parce qu'encore une fois, on est dans un petit budget, on est dans un petit compte, et donc on va devoir faire des choix au niveau du catalogue et des produits, des catégories sur lesquelles on va vouloir démarrer. Le choix pour démarrer est extrêmement important, mais on va y revenir. En tous les cas, dans un contexte e-commerce, favoriser shopping manuel si possible plutôt qu'une campagne de search. Après voilà, si c'est un tout petit client, un tout petit compte, il démarre, il n'a peut-être pas encore généré de flux, pas de compte Merchant Center, et il veut juste tester dans un premier temps. Donc vous pourriez aussi tout à fait vous dire que vous démarrez avec du search, mais vraiment pour la partie shopping, favorisez le shopping manuel si c'est possible, c'est toujours meilleur. Ensuite, au niveau du budget, cette campagne devrait prendre au moins 70% du budget disponible. Donc c'est vraiment votre fer de lance quelque part, c'est votre campagne qui va essayer d'aller se positionner sur des personnes qui n'ont pas encore d'affinité pour vous ou pour un concurrent, mais qui recherchent activement ce que vous proposez. C'est votre campagne principale et elle devrait prendre pour cela au moins 70% du budget disponible. En lead gen, si le client a plusieurs services, je ne ferai pas forcément un lancement sur tous les services, mais plutôt sur celui ou ceux qui sont les plus importants pour lui et sur lesquels il a déjà du succès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours plus facile d'accentuer quelque chose qui fonctionne déjà
que d'aller lancer quelque chose qui ne fonctionne pas et puis d'essayer de le faire marcher. Donc la règle, elle est simple, c'est d'essayer d'avoir une approche 20-80. On veut des victoires rapides pour inciter à investir davantage et que cet investissement additionnel s'autofinance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, vous allez démarrer sur des choses là où il y a la plus grande probabilité de réussite pour pouvoir amplifier ce truc qui marche déjà. Et finalement, cette amplification va amener des campagnes rentables assez rapidement. Et le fait que les campagnes sont rentables vous met en bonne posture pour aller voir votre client et lui dire, bah voilà, aujourd'hui on dépense tout ton budget, on annonce sur seulement 2 ou 3 de tes services, t'en as 15. Ces 2 ou 3 services, la publicité, elle est très rentable. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que puisque ça, c'est rentable, on peut débloquer une nouvelle ligne de budget qu'on va tenter de rentabiliser, puis qui va nous permettre d'aller diffuser sur des nouveaux services, sur une nouvelle partie de ton catalogue. Donc, on commence en mode 20-80 par ce qui marche, pour avoir rapidement des victoires faciles, et ensuite aller négocier une augmentation de budget et passer sur un compte qui finalement deviendra non plus un petit compte, mais un compte moyen. Et ensuite, on pourra évidemment appliquer toute la méthodologie qui est vue dans le tremplin. En e-commerce, c'est la même philosophie. Je vais généralement partir sur les meilleures ventes ou sur la meilleure catégorie. On favorisera plutôt une campagne shopping manuelle que du search. Donc là, évidemment, vous pourrez aller dans l'analytics, si tant est qu'il y en ait déjà un, évidemment. Sinon, vous pourrez aussi aller dans le CMS du client et voir s'il y a des rapports sur les meilleures ventes, les meilleures catégories. Et l'idée, c'est de démarrer par là. Toujours le même modèle mental. On commence par ce qui marche parce que c'est ce qui va être le plus facile. C'est toujours plus facile d'amplifier quelque chose qui marche déjà. Et grâce à ça, on obtient rapidement des campagnes qui fonctionnent. Et grâce à ça, on peut aller renégocier un budget additionnel assez rapidement. Ajouter toutes les audiences possibles en observation, ça c'est très important. Et on verra notamment dans la vidéo suivante qui parlera de comment on optimise un petit compte, comment on utilisera ces données d'audience. Mais comment aussi, du fait qu'on est dans un contexte petit compte, on pourrait être limité, et comment du coup on essaiera d'agréger ça au niveau du compte en entier pour avoir le plus rapidement possible des insights qui nous permettront d'optimiser nos campagnes. Donc pour finir sur cette campagne générique, cette première campagne à lancer lorsque vous démarrez un compte à petit budget, un petit compte, au niveau des enchères, moi je vais favoriser des enchères au CPC manuel avec une optimisation pour les conversions ou pour la valeur de conversion si vous êtes dans un contexte e-commerce puis que vous avez décidé de lancer une campagne search parce que vous ne pouviez pas faire du shopping par exemple. Au niveau des extensions d'annonces, évidemment, ajoutez-en le plus possible. J'ai envie de dire au minimum les liens annexes, les accroches, les extraits de sites, l'extension d'appel et l'extension de lieu si votre client est une entreprise locale qui rayonne dans un rayon bien spécifique. C'est toujours intéressant d'avoir l'extension de lieu. Au niveau des pages de destination, très important, testez-en plusieurs si possible et ayez toujours en tête d'avoir une pertinence maximum. Donc typiquement, si vous êtes dans une activité de lead gen, vous avez plusieurs services, ça peut être hyper intéressant de lancer sur la page spécifique au service et puis éventuellement d'A/B tester aussi, d'envoyer sur une page qui va être un tout petit peu plus générique et qui pourrait lister les services de cette famille en fait. Si je reprends par exemple un exemple de clinique esthétique, ça peut être intéressant de se dire j'envoie sur, admettons pour des injections anti-âge pour combler les rides ou les cernes, etc. Je peux envoyer sur une première page qui va être vraiment dédiée à ce service, qui ne parle que de ça, et je pourrais aussi envoyer sur une page supérieure qui va lister les différents services possibles anti-âge. On pourrait avoir par exemple une ligne pour un service Botox, un service injection hyaluronique, un autre service aussi qui vise de la même manière à être anti-âge et à combler les rides. Et finalement, ces deux pages sont pertinentes. La plus précise, c'est celle vraiment dédiée au service, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, et ça peut être intéressant de tester les deux. Donc testez si possible plusieurs pages, et au moment de l'optimisation, on verra ça dans la 3e vidéo, on ira analyser la performance des différentes pages, et on verra à garder évidemment que la meilleure. Mais c'est toujours intéressant au lancement de pouvoir en tester plusieurs, parce qu'on n'est jamais sûr à l'avance que la page de destination qu'on va choisir, et qui nous semble la plus appropriée, sera finalement la meilleure. Au niveau des annonces, testez plusieurs accroches, plusieurs bénéfices, plusieurs call to action, analysez les annonces concurrentes et testez des annonces qui vont ressembler aux leurs et testez aussi des annonces qui vont être très différentes. L'idée, c'est de voir un petit peu si, dans l'industrie de votre client,
finalement, ce qui est attendu, c'est assez classique, et puis si on sort des clous, on est moins intéressant. Il y a des industries comme ça, ou au contraire, il y a aussi d'autres industries où quand on est différent de tous les autres concurrents qui écrivent à peu près les mêmes choses, on va vraiment sortir du lot et prendre plus de clics. Donc c'est intéressant, là encore, au lancement, de tester les deux approches, et puis là encore, dans la phase d'optimisation, on essaiera de voir qu'est-ce qui marche le mieux, et puis de ne garder que ce qui marche le mieux. Et puis enfin, au niveau du ciblage géographique, donc si vous êtes une entreprise, si votre client c'est une entreprise locale, attention de ne pas cibler trop loin de lui. Et typiquement, un ciblage qui va bien marcher pour une entreprise locale, ça va être de faire un rayon de X kilomètres autour de son adresse. Et puis après ça, c'est à vous de définir quel va être le rayon idéal. Moi, sur des clients comme ça, j'aimais beaucoup faire un rayon à 1 km, un deuxième rayon à 2 km, un troisième à 5 km et éventuellement un quatrième à 10. On peut même aller encore plus loin et puis avoir 20, 30, 50 par exemple. Ça va dépendre de la zone de chalandise de votre client. Et en fait, l'avantage d'avoir plusieurs rayons comme ça, c'est que vous, au niveau de l'analyse, vous allez être capable de comparer les performances en fonction du rayon en fait, et vous allez être capable de facilement voir que ok, finalement le rayon de 30 à 50 km ça performe vraiment pas beaucoup, donc je vais pouvoir couper celui-là. Alors que si vous ciblez 50 km en une seule fois, vous n'avez pas la possibilité d'analyser et de segmenter et de voir la différence de performance entre les rayons. Donc ça peut vraiment être une piste qui est intéressante, notamment pour une entreprise dans un contexte local. Ensuite, pour le contexte e-commerce, donc on est sur l'équivalent de notre première campagne générique, mais comme je l'ai dit, dans un contexte e-commerce, c'est mieux d'utiliser shopping manuel pour démarrer. Donc avec un petit budget, favoriser une campagne générique de type shopping manuel. Donc comme on vient de le voir pour la campagne search générique, si vous êtes dans un contexte e-commerce, cette campagne devrait prendre 70% du budget disponible. Au niveau du ciblage géographique, utilisez l'analytics pour déterminer les départements et ou les villes où vous vendez le mieux actuellement et commencez par cibler ceux-ci. Évidemment, vous pourrez élargir au pays entier dans un second temps, quand vous aurez plus de budget, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un contexte de petit budget, on va devoir se focaliser en priorité sur ce qui va a priori marcher le mieux. L'objectif, c'est vraiment de prendre la confiance du client le plus vite possible, d'obtenir des résultats le plus vite possible, de manière à augmenter le budget le plus vite possible. Donc, dans ce contexte-là, plutôt que de diffuser sur toute la France ou toute la Suisse, selon où est votre client, ça peut être plutôt intéressant de se dire, ok, on a déjà fait quelques ventes, le client fait appel à moi pour développer son acquisition, mais finalement, il a déjà une antériorité, et l'analyse de ces données antérieures me dit que, tiens, ce client est en France, finalement, il vend super bien à Paris, à Lyon, à Marseille, et dans les grandes villes de manière générale, par contre, il vend très très mal à la campagne, et donc ça peut être intéressant de plutôt cibler les grosses villes dans un premier temps, parce que, encore une fois, on n'a pas suffisamment de budget pour tout faire. Donc, votre job à vous, c'est, dans un contexte de petits comptes, c'est de déterminer les meilleures choses sur lesquelles lancer. On ne peut pas tout faire, donc vous devez sélectionner qu'est-ce qui va être le plus pertinent et qu'est-ce qui va maximiser nos chances d'avoir des résultats rapidement. Au niveau du ciblage des produits, c'est le même principe. Déterminer dans l'analytics les 20% des produits qui génèrent 80% des revenus et commencer par sélectionner ces produits uniquement. Et là encore, vous pourrez élargir à tout le catalogue dans un second temps quand vous aurez plus de budget. Au niveau de la qualité du flux, assurez-vous que les titres sont optimisés et pertinents, qui contiennent les mots-clés vraiment spécifiques à ce type de produit, pour limiter la diffusion sur des recherches peu pertinentes. Effectivement, plus les titres de votre Google Shopping vont être blindés de mots-clés vraiment pertinents par rapport à la catégorie de produits, et plus l'algorithme de shopping va vous diffuser sur des recherches pertinentes. A contrario, si vos titres sont vagues, flous et ne contiennent pas les mots-clés les plus pertinents pour votre activité, Google il va avoir du mal à savoir sur quelle recherche vous diffusez, et il va vous diffuser sur des trucs qui seront beaucoup plus génériques, beaucoup moins intéressants. Donc vraiment la qualité du flux, vraiment les titres, c'est ça qu'il faut s'assurer que les mots-clés les plus importants soient dans les titres, sans quoi vous allez dépenser du budget inutilement sur des recherches qui ne seront pas terribles. Ajoutez là aussi toutes les audiences possibles en observation. Et puis, au niveau des enchères, comme pour la campagne Generic Search, favorisez plutôt des enchères au CPC manuel avec une optimisation pour la valeur de conversion.
Ensuite, la deuxième campagne, donc si je résume, hein, si vous êtes dans un contexte lead gen, la première campagne générique, c'est plutôt du search. Si vous êtes en e-commerce, la première campagne générique, c'est plutôt shopping manuel. Et cette première campagne prend 70% du budget, c'est votre fer de lance, mais vous devez faire très attention, aussi bien au niveau du choix des zones géographiques que du choix des mots-clés, que du choix des produits, d'aller vraiment sur les choses les plus intentionnistes et les plus avec la plus forte probabilité de conversion de par l'analyse des données historiques. Ensuite, il y a une deuxième campagne que je vais mettre en route dans des petits comptes, ça va être une campagne de protection de la marque. Il s'agit d'acheter le nom de votre marque pour que tous les visiteurs qui ont trouvé intéressant ce que vous proposez mais qui n'étaient pas encore prêts à acheter à ce moment-là puissent vous retrouver facilement en tapant le nom de votre entreprise sur Google. Ces campagnes, elles ne coûtent pas grand-chose dans l'ensemble et elles fonctionnent vraiment bien en tandem avec les campagnes qui vont être, elles, plus génériques, genre la campagne qu'on a vue précédemment. Et c'est vrai que avoir les deux, c'est d'après moi très important parce que finalement, les campagnes génériques vont dégrossir les gens. Et puis une fois qu'ils sont prêts, généralement ils vont chercher le nom de votre marque. Donc c'est important vraiment d'être en première position sur ces requêtes-là et éventuellement d'avoir deux emplacements. Le nom de votre marque en publicité et le nom de votre marque ensuite en référencement naturel. Ça augmente d'autant plus les chances d'avoir les clics. Alors cibler en exact et en expression pour obtenir une bonne diffusion. Un groupe d'annonces pour l'exact et un autre groupe d'annonces pour l'expression. Et puis faites un peu de sculpting. Par exemple, admettons, moi je pourrais avoir un groupe d'annonces Blaise et Bruno en exact. Donc tous ceux qui vont taper Blaise et Bruno, ils arriveront là-dedans. Je pourrais avoir un groupe d'annonces Blaise et Bruno en expression. Ce qui fait que là, toutes les personnes qui vont chercher quelque chose lié à Blaise et Bruno, par exemple, je sais pas, formation Blaise et Bruno, prestation Blaise et Bruno, eh bien, ils arriveront dans ce deuxième groupe en expression. Et l'idée, c'est de faire un petit sculpting et d'aller exclure les mots-clés de votre marque en expression exacte, en exact match, de les exclure des groupes d'annonces en expression, de sorte à ce que vraiment quelqu'un qui tape Blaise et Bruno uniquement aille bien dans le groupe d'annonces exact, alors que quelqu'un qui tape Blaise et Bruno avec un autre mot-clé avant ou après ira bien dans le groupe expression. Au niveau du budget, cette campagne devrait prendre 10 à 15% du budget disponible, en sachant que sur un petit compte, et notamment s'il démarre au début, il y aura vraiment très peu de recherche sur sa marque, et finalement le budget dépensé sur cette campagne-là sera négligeable. On parle de peut-être 1, 2, 3 euros ou 3 francs suisses par jour, c'est vraiment le bout du monde. Moi, ce que je vous recommande, c'est de viser au moins 85% de part d'impression. Donc les parts d'impression, c'est le fait de... c'est votre part de marché, quelque part, au niveau... sur 100 recherches, j'apparais 85% du temps. Donc sur la marque, vous devez viser au moins 85% de part d'impression. Là encore, ajoutez toutes les audiences possibles en observation. Et puis au niveau des enchères, favorisez le CPC manuel avec toujours pareil, optimisation pour les conversions si vous êtes plutôt en lead gen ou optimisation pour la valeur de conversion si vous êtes plutôt dans un contexte e-commerce. Au niveau des extensions d'annonces, ajoutez-en le plus possible. À minima, les liens annexes. Veillez bien à avoir des descriptions sur vos liens annexes, notamment pour les campagnes de marque, parce que c'est le seul type de campagne où vraiment ça prend beaucoup de place et où vos liens annexes, les descriptions qui sont en dessous de vos liens annexes sont diffusées sur les campagnes de marque uniquement. Donc ça vaut vraiment la peine de renseigner des descriptions pour vos liens annexes, vraiment dans le contexte de ces campagnes de marque-là. Il faut avoir les accroches, les extraits de site, l'extension d'appel, l'extension de lieu, notamment si l'entreprise est locale. Au niveau des pages de destination, testez-en plusieurs si possible, en ayant toujours en tête la pertinence maximum. Après, bon, généralement sur la campagne de marque, on va envoyer sur la page d'accueil, c'est souvent ce qui se fait. On pourrait aussi envoyer sur une page de résumé des bénéfices de travailler avec vous. Ça peut être pertinent aussi. Donc au niveau des annonces, testez plusieurs accroches, plusieurs bénéfices, plusieurs call to action, analysez les annonces concurrentes et puis testez des annonces similaires et des annonces différentes. C'est ce que je vous ai déjà expliqué pour la campagne précédente, donc je passe rapidement là-dessus. Ciblage géographique, vous pouvez cibler plus largement pour la campagne générique et si le nom de votre marque est vraiment unique, vous pourriez même cibler largement un pays ou une région. Admettons par exemple pour Blaise et Bruno, on pourrait tout à fait cibler tout le monde francophone avec notre campagne Blaise et Bruno, et même si pourtant on n'a pas forcément envie de travailler sur certains domaines, dans certaines zones géographiques, parce que c'est loin, ou parce qu'on sait que historiquement on a des moins bons clients par là-bas. Et je vous donne un exemple. Mais pour la campagne de marque, on pourrait quand même diffuser plus largement, parce que le nom de notre marque à nous, Blaise et Bruno, c'est unique, c'est sûr, et quelqu'un qui tape ça, il nous cherche forcément nous. Et puis au niveau des enchères, favorisez encore une fois les enchères au CPC manuel.
avec optimisation pour les conversions ou la valeur de conversion si vous êtes en e-commerce. Alors maintenant, la troisième campagne que je vais mettre en place dans un contexte d'un petit compte, ça va être une campagne de remarketing display. Donc il s'agit de suivre et recibler toutes les personnes qui sont venues sur le site, mais qui n'ont pas converti. Donc on est tous très occupés et il faut en moyenne 7 à 8 interactions avant d'obtenir un client. Donc le remarketing, ça a du sens et ça va permettre de retoucher des personnes qu'on a déjà touchées une première fois avec une touche supplémentaire et de les inciter à revenir et de multiplier les touches pour mieux les convaincre et mieux les accompagner dans leur décision d'achat, de vous contacter pour travailler avec votre entreprise ou d'acheter un produit. Donc les campagnes remarketing display, elles sont quand même assez importantes et généralement elles vont fonctionner assez bien. On peut souvent comparer la performance d'une campagne de remarketing display qui marche bien à la performance d'une campagne de search sur la marque. On va avoir des coûts par conversion qui seront relativement faibles, des taux de conversion relativement élevés. Et c'est logique puisque, encore une fois, on retouche, on repaye pour toucher des personnes qu'on a déjà touchées une première fois. Donc ça fait partie des campagnes qui sont, à mon sens, incontournables et notamment dans un petit compte. Alors attention à vos audiences, c'est clairement le nerf de la guerre. Pensez déjà à exclure les personnes qui ont converti. Évidemment, si quelqu'un est devenu un contact commercial, il a rempli un formulaire ou il vous a appelé, ou alors si dans un contexte e-commerce, il a généré une vente, évidemment, on ne va pas le recibler parce que ça n'a pas de sens de recibler quelqu'un, de lui montrer de la publicité pour un truc qu'il a déjà choisi d'acheter ou pour lequel il vous a contacté. Donc on exclut évidemment les gens qui ont réalisé les conversions attendues. Premier point, vous seriez étonné de voir le nombre de campagnes de remarketing que j'ai pu voir passer dans des comptes que je reprends et pour lesquels on cible tout le monde, y compris ceux qui ont converti. Là, on gaspille de l'argent, premier point. Et deuxième point, au-delà de gaspiller de l'argent, on peut aussi se mettre les gens à dos. Moi, personnellement, si j'achète un truc à un endroit et puis que je vois la pub pour acheter ce même truc alors que je l'ai déjà acheté puis que je la vois pendant des jours et des jours, ça va plutôt avoir tendance à me rendre grinche. Et je pense qu'on est tous à peu près pareils. Donc pensez vraiment à exclure les converteurs. Pensez aussi à ne pas faire des audiences trop grandes sur la durée. Si 90% des contacts ou des ventes se font dans les 7 jours, ça c'est des choses que vous allez pouvoir analyser dans l'analytics notamment, mais aussi en demandant aux clients. Ça ne sert à rien de recibler les gens pendant 30 jours. Si 90% des résultats sont dans les 7 jours, ça ne sert à rien d'aller recibler 30 jours, 120 jours, 360 jours, 540 jours, ça ne sert à rien. Donc, d'une part, ils finiront par vous détester. Encore une fois, si vous êtes trop intense sur le remarketing, si vous les reciblez pendant trop longtemps, ça va être plutôt contre-productif qu'autre chose. J'avais notamment, enfin voilà, moi ça m'arrive régulièrement de me faire suivre par des outils comme SEMrush ou des choses comme ça et de me faire recibler encore et encore et encore et encore pendant des mois. Et puis à un moment donné, je peux vraiment plus les voir. En fait, je peux plus les voir en peinture tellement ils m'ont saoulé avec leur pub tout le temps. Et puis deuxièmement, vous cramez aussi du budget pour rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous diffusez les 2/3 de votre budget sur des personnes qui ont déjà pris une décision, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre, bah, vous cramez du budget pour montrer votre offre à quelqu'un qui a déjà décidé, qui a déjà pris ailleurs potentiellement, et ça sert à rien de diffuser ces publicités à ces gens-là. Donc il vaut mieux avoir une audience 3 jours, par exemple, et puis une deuxième audience pour 4 à 7 jours. Là, vous avez quelque chose d'optimal. Puis c'est un peu comme les zones géographiques, j'expliquais ça précédemment, où finalement le fait d'avoir une audience à 3 jours et une audience à 7 jours, bah, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est le plus performant. Et peut-être que l'audience qui va cibler des gens qui sont venus il y a 4 à 7 jours, elle performera nettement moins que l'audience des gens qui sont venus dans les 3 jours. Et si c'est le cas, bah évidemment, le fait d'avoir des groupes d'annonces différents, ça va vous permettre de pouvoir faire des ajustements d'enchères qui vont être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus fins en fonction de ces deux types d'audience. Donc ça pourrait valoir la peine là d'avoir 2 groupes d'annonces, un groupe pour tous les visiteurs qui sont venus dans les 3 jours et qui n'ont pas converti, et puis un deuxième groupe d'annonces pour tous les gens qui sont venus il y a 4 à 7 jours et qui n'ont pas converti non plus. Un autre point important, stratégique pour ces campagnes de remarketing, ça va être de limiter la fréquence de diffusion. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans les paramètres de la campagne, dans les paramètres avancés.
Moi, ce que je recommande généralement, c'est 3 à 5 impressions par jour. C'est largement suffisant. Si vous diffusez plus que ça risque là encore de saouler les personnes et d'être trop intrusif, trop invasif. Donc mettez plutôt une fréquence entre 3 et 5 impressions par jour. Et puis il y a aussi une autre problématique, c'est que si vous ne limitez pas la fréquence de diffusion de la publicité pour une personne donnée et qu'elle peut l'avoir autant de fois que possible dans une journée, bah finalement peut-être que votre petit budget, parce qu'il faut bien rappeler le contexte, on est dans des comptes à petit budget, peut-être que finalement vous allez avoir 60 à 70% du budget qui vont être cramés sur 10 ou 20% des personnes les plus connectées. Et finalement c'est pas tellement ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie, c'est de s'assurer que on va recibler l'ensemble des personnes qui sont venues sur notre site et qui n'ont pas converti. Donc pensez bien à limiter la fréquence de diffusion. Au niveau du budget sur cette campagne de remarketing, on devrait être aux alentours de 10-15%. Là, c'est un petit peu comme la campagne de marque. Au démarrage, ça va dépenser très peu. Et puis ensuite, dans les jours qui viennent, au fur et à mesure où vous allez avoir des gens qui seront venus par le search et que là, vos audiences vont augmenter, vous devriez limiter à 10-15% du budget disponible. Ça me paraît très bien. Au niveau du message, rappelez vos bénéfices, rappelez votre différence. Éventuellement, proposer un bonus ou en dernier recours, une remise pour faire revenir les gens et leur donner une carotte qui les incite à revenir. Je me méfie toujours des remises parce que c'est malheureusement un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous commencez à faire de la promotion des ventes et à baisser les prix ou à offrir des remises, et plus les gens sont conditionnés à attendre ça pour acheter. Donc c'est pas forcément ce que je préférerais. Moi j'ai plus une vision où il vaut mieux ajouter de la valeur plutôt que de baisser les prix. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez, testez les différentes approches et puis vous verrez avec différentes annonces qu'est-ce qui marche le mieux. On verra ça dans la phase d'optimisation. Au niveau de la page de destination, essayez toujours de renvoyer sur la page la plus pertinente, voire créer une page dédiée sur laquelle vous rappelez les bénéfices de travailler avec vous et votre différence par rapport aux concurrents. Donc là, il y a plusieurs écoles. Soit vous êtes dans une activité lead gen avec plusieurs services, et puis vous faites la publicité pour 3 services sur les 10 qui sont possibles, parce que pour rappel, vous êtes dans un petit budget limité, donc vous avez sélectionné les 3 services qui marchent déjà le mieux et vous allez amplifier ça. Et là, typiquement, dans une approche comme celle-ci, ça peut vraiment valoir la peine d'avoir un groupe d'annonces de reciblage pour renvoyer les gens qui ont visité le service 1 et les renvoyer sur la page du service 1. Pour ceux qui ont visité le service 2, de renvoyer sur la page du service 2. Donc là, évidemment, il faudra voir en fonction de la taille des audiences, puisqu'il faut au moins 100 personnes dans une audience pour pouvoir la recibler. Donc là, dans un contexte de petit compte, peut-être que vous n'aurez pas le luxe de pouvoir renvoyer les gens sur la page du service spécifique qu'ils ont regardé, parce que vous avez trop peu de volume et que vous êtes un petit compte. À ce moment-là, il faudra peut-être faire juste une page générique qui rappelle les bénéfices de travailler avec vous et votre différence par rapport aux concurrents, et renvoyer tout le monde, peu importe le service qu'ils ont vu, sur cette page de bénéfices, avec éventuellement, une fois qu'on a bien rappelé vos bénéfices, une redirection vers les principaux services pour que les gens puissent retourner sur ce qu'ils avaient vu la première fois. Au niveau du ciblage géographique, toujours un peu pareil, si vous êtes une entreprise locale, attention de ne pas cibler trop loin de vous, de faire des rayons autour de votre adresse. Et puis comme je l'ai précisé également un peu plus tôt, ça peut être intéressant d'avoir 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, 20, 30, 50, d'avoir une tranche pour chacun et de pouvoir comme ça vraiment segmenter, comparer la performance selon les rayons et éventuellement de supprimer les mauvais rayons ou alors de faire des ajustements d'enchères. On en parlera dans la vidéo suivante dédiée aux optimisations. Ensuite, 4e campagne, c'est la campagne concurrente. Donc toujours sur une campagne search. Celle-ci, pour moi, elle est facultative. D'un côté, elle mérite d'être testée, parce que dans certaines industries, la marque des concurrents peut fournir jusqu'à 50% des résultats. J'ai personnellement des clients comme ça, pour lesquels annoncer sur les concurrents, ça représente la moitié des conversions. Et donc, évidemment, on ne peut pas se passer de cette campagne concurrente, parce que si on s'en passait, on ferait nettement moins de résultats. Maintenant, d'un autre côté, les campagnes concurrentes, le problème, c'est que les clics sont chers dans la plupart des cas. C'est clairement une vache à lait pour Google en fait. Google adore qu'on aille faire de la pub sur les concurrents parce qu'on va avoir des scores de qualité faibles puisque on n'est pas le concurrent, donc la pertinence n'est pas optimale. Et du coup, Google nous fait payer extrêmement cher les clics. Et dans un contexte petit budget, on va plutôt chercher à obtenir un maximum de clics pour apprendre le plus vite possible et progresser le plus vite possible. Et les campagnes qui vont vraiment coûter très cher en termes de CPC, malheureusement, on va avoir très peu de clics
chaque jour et du coup ça va être très long d'apprendre. Donc c'est pour ça que dans un contexte vraiment petit budget, je me méfie de ces campagnes concurrentes. Et puis il y a un deuxième point, c'est que vous pourriez aussi déclencher une guerre avec les concurrents. Et le problème, c'est que si vous faites ça, ils vont venir acheter votre marque eux aussi. Et du coup, ils vont faire baisser la performance de votre campagne marque. Ce qui fait que finalement, vous allez récupérer, vous allez voler des clients pour assez cher sur la campagne concurrente. Et puis votre campagne de marque qui marchait très bien, bah d'un seul coup, puisque tous les concurrents viennent annoncer dessus, les CPC vont monter, ils vont peut-être aussi vous voler des conversions, et finalement, ce que vous récupérez d'un côté, vous le perdez de l'autre. La seule différence, c'est que vous payez plus, et finalement, le seul gagnant dans tout ça, c'est Google. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à être méfiant et précautionneux sur les campagnes concurrence, et encore plus quand on est dans un contexte d'un tout petit compte. Donc moi, personnellement, j'irai dessus que dans certaines circonstances. Les concurrents, ils annoncent déjà sur votre marque, et dans ce cas, bah, on peut tester sans remords. Il n'y a pas de risque de déclencher une guerre avec la concurrence, puisque la guerre est déjà existante et qu'ils viennent déjà essayer de vous voler des clients. Une autre condition dans laquelle j'irai sur cette campagne de concurrence, c'est si ma campagne générique ne donne pas vraiment de résultats et que j'ai envie de tenter un qui tout double et que je me dis, bah voilà, peut-être que si je vais essayer de voler des clients au moment où ils vont pour acheter chez un concurrent, peut-être qu'à ce moment-là, j'arriverai à avoir des meilleures performances qu'avec ma campagne générique. Ça peut arriver parfois, hein, clairement. Donc, j'irai plutôt sur la campagne générique pour payer moins cher mes clics et en avoir plus. Ça, c'est plutôt ma stratégie préférée. Et si ça marche pas, alors effectivement, je testerai volontiers la campagne concurrente. Et puis, une dernière condition pour laquelle ça peut être tout à fait valable, vous êtes un tout petit acteur de votre industrie. En tout cas, votre client, c'est une toute petite boîte qui fait un truc dans laquelle il y a déjà des très gros concurrents reconnus et donc très recherchés et qui proposent exactement la même chose que vous. Alors à ce moment-là, effectivement, je serais beaucoup plus tenté d'aller essayer d'enchérir sur le nom des concurrents. Donc il faut que moi je sois tout petit, enfin que votre client soit tout petit, et que derrière il y ait des compétiteurs qui soient très très gros, très recherchés avec une marque très forte. Et il faut que ces concurrents soient vraiment un perfect match par rapport à ce que vous proposez. Il faut faire attention aux concurrents les plus généralistes. Si par exemple vous êtes un site spécialisé dans la vente de chaussures, Amazon n'est pas un concurrent direct. Amazon vend peut-être les mêmes chaussures que vous, mais si vous allez essayer d'acheter la marque Amazon pour essayer de shipper des clients à Amazon pour vos chaussures, Amazon vend tellement de choses qu'en fait 90% des gens qui vont voir votre pub pour des chaussures ne seront pas intéressés parce qu'ils allaient sur Amazon pour autre chose. C'est un exemple qui est un peu extrême, parce que évidemment Amazon c'est assez extrême, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut faire attention. Parfois on a un concurrent qui est très présent face à nous, et en fait il est beaucoup plus généraliste que nous, et si on va acheter sa marque, bah, finalement on va gaspiller une bonne partie du budget, parce qu'il y a une bonne partie des gens qui taperont le nom de la marque du concurrent, mais qui iront pour un autre service que nous on ne propose pas, service ou produit d'ailleurs. Donc il faut faire très attention avec ça. Assurez-vous de cibler des concurrents qui soient vraiment ISO par rapport à ce que vous avez à proposer. Et puis pour finir sur cette campagne concurrent, et c'est donc la dernière campagne que je lance moi dans un contexte de petit compte, le budget, ça devrait prendre au moins 30% du budget disponible, au moins 30%, voire un peu plus. Pourquoi ? Parce que généralement les clics sont assez élevés, et donc si vous mettez 5 balles, vous allez faire 2 clics dans la journée, voire un seul, et donc ça va être très compliqué d'apprendre. Donc généralement, on va aller prendre du budget à la campagne générique pour faire le test. Donc là, on se retrouverait en quelque sorte plutôt ici, dans ce cas de figure, où finalement ça ne marche pas tellement. Donc on va aller déshabiller le budget de la campagne générique pour habiller le budget de la campagne concurrente. Ajouter toutes les audiences possibles en observation. Encore une fois, on verra ça dans la vidéo suivante sur l'optimisation, comment on va agréger les données d'audience au niveau du compte pour essayer de pouvoir prendre des décisions rapides. Les pages de destination, testez-en plusieurs, et si possible en ayant toujours en tête de choisir la page la plus pertinente. Alors, qu'est-ce qui va être la page la plus pertinente si on fait une campagne sur les concurrents ? Là encore, ça va dépendre. Si possible, créer une page de comparaison qui soit objective. J'insiste sur le côté objectif parce que la publicité comparative, c'est très réglementé, notamment en France, et vous pourriez vous faire attaquer si vous faites une page de comparaison qui ne soit pas objective. Donc, vous devez aller regarder les caractéristiques et les bénéfices affichés sur le site de votre concurrent, et vous pouvez tout à fait vous faire une page dans laquelle vous comparez les caractéristiques
proposé par ce concurrent, ses caractéristiques, ses bénéfices, la cible à qui il va s'adresser, sa proposition de valeur, ses garanties. Et finalement, vous vous comparez de manière très objective par rapport à ce concurrent pour que les personnes puissent facilement comprendre dans quel cas votre concurrent est meilleur que vous et dans quel cas vous êtes meilleur que votre concurrent. On ne peut jamais être le meilleur sur tout, donc c'est bien aussi d'être meilleur sur un domaine et d'accepter que le concurrent soit meilleur sur un autre domaine, et après c'est les clients qui choisiront en fonction de qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Donc si possible, créez une page de comparaison entre vos concurrents et vous-même. Et évidemment, ça nécessite aussi d'avoir une différenciation, d'avoir fait ce travail préalable, de se dire, ok, moi je vais être le meilleur en service client, alors que les autres sont les meilleurs en livraison, ou sont les meilleurs en délai de préparation. Voilà, il y a toujours des moyens de se différencier. Faites ce travail de différenciation, couchez-le sur une landing page et envoyez les gens qui cherchent le nom de vos concurrents sur une page comme celle-ci pour qu'ils puissent voir à quel point vous êtes différent et qu'ils puissent avoir la chance de vous choisir vous, parce que finalement là où vous êtes différent, c'est ce qui est le plus important pour eux. Au niveau des annonces, testez plusieurs accroches, bénéfices, call to action, c'est toujours un peu pareil. Analysez les annonces concurrentes et testez des annonces qui vont être un peu similaires à ce qu'eux ils font, et aussi des annonces très différentes. Vous verrez que selon les industries, parfois il faut avoir des annonces très similaires à la concurrence parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui est attendu. Et d'autres fois, le fait d'être différent, ça va vraiment faire une différence et vous allez prendre beaucoup plus de clics que les autres et avoir un taux de clics supérieur. Donc testez les deux approches. En tout cas, préparez ces deux approches au moment du lancement de la campagne et misez avant tout sur ce qui vous différencie d'un concurrent spécifique. Là encore, c'est un peu la même logique que si on fait une page de concurrence. On va vouloir vraiment mettre en exergue nos différences avec les concurrents et ça doit être, dès les textes d'annonce, ça doit apparaître assez clairement finalement. Au niveau du ciblage géographique, si vous êtes une entreprise locale, attention de ne pas cibler trop loin de vous, faites des rayons, tout ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire sur comment moi je lance des campagnes pour des petits comptes avec des petits budgets. 4 campagnes, une campagne générique qui va être le fer de lance, qui va prendre à elle toute seule 70% du budget, soit du search dans un contexte lead gen, soit du search dans un contexte e-commerce si pour démarrer c'est pas possible de faire du shopping, mais dans un contexte e-commerce, favorisez plutôt une campagne shopping manuel, old school. Ensuite, campagne numéro 2, la campagne de protection de la marque qui va vraiment bosser en tandem avec la campagne générique et qui va permettre aux gens qui sont venus une première fois, qui n'ont pas converti, de pouvoir vous retrouver facilement sur Google en tapant le nom de votre entreprise et qui vous permettra aussi, si jamais il y a des concurrents qui viennent se positionner au-dessus de vous en publicité, de pouvoir être quand même celui qui est tout au-dessus. La campagne numéro 3, une campagne de remarketing display avec un petit budget, 10-15%, pareil pour la campagne de marque d'ailleurs. Celle-ci va, là encore, recibler des personnes qui sont déjà venues et essayer de les faire convertir. N'hésitez pas à mettre une petite carotte intelligente, pas forcément baisser le pantalon et casser les prix tout de suite, essayez d'être malin, d'ajouter de la valeur et de faire revenir les gens et de les faire conclure. Et puis la 4e campagne, facultative. Moi j'ai plutôt tendance à partir vraiment que sur 3 campagnes, générique, marque et remarketing. Et la campagne concurrente, elle peut, si vous avez, il y a petit budget et petit budget, entre 500 € par mois et 1500 € par mois, il y a quand même plus de latitude sur 1500 € par mois. Donc vous pourriez sur une campagne, un client, un petit compte à 1500, tester dès le départ une campagne concurrent. Mais dans la plupart des cas, en général, moi je vais plutôt la lancer dans un second temps, une fois que soit je vois que ma campagne générique ne fonctionne pas tellement et puis que je suis à la recherche d'une autre piste pour voir si potentiellement j'arriverai à avoir un meilleur trafic sur les concurrents. Soit les concurrents annoncent déjà sur vous et ça a du sens aussi d'aller essayer de chercher vers eux. Mais en tout cas, voilà, 3 campagnes, générique, marque et remarketing, systématiquement pour les petits comptes, 70%, 15%, 15% en termes de répartition budgétaire. Et la campagne concurrent, si vous avez quand même un petit peu de budget tout en restant dans le contexte d'un petit compte, ou alors si la campagne générique ne marche pas et que vous soupçonnez que c'est un problème de qualité de trafic, pas forcément un problème de qualité d'offre, et que vous vous dites, en allant chercher du trafic sur le nom des concurrents, potentiellement la qualité de ce trafic sera meilleure et peut-être encore plus en bas de l'entonnoir, et je lui donne une chance. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur comment moi je vais starter un petit compte, en sachant que évidemment j'en starte plus beaucoup parce qu'on n'en prend plus depuis un moment. Mais ça a toujours été ma stratégie préférée, et c'est comme ça que je lancerai clairement un petit compte. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo de la série pour parler de comment on va optimiser un petit compte après avoir fait un setup comme celui-ci.